Comment ça va YouTube? Les amis, ça fait depuis un moment qu'on n'a plus fait une réact sur la chaîne de Trash. Et oui, ça fait depuis un moment qu'on l'a plus fait, et aujourd'hui j'aimerais justement checker une vidéo que je n'avais pas encore matée, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Comment survivre à ces catastrophes naturelles ». Vous le savez, votre streamer est un aventurier né, et donc du coup ce type de vidéo m'intéresse fortement. Comment on fait pour survivre à une éruption volcanique, une noyade ou encore un blizzard? Réponse tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on n'hésite pas à s'abonner à Trash, le lien est en description. Allez checker ça, commentaires, pouces bleus, etc. Et c'est parti. Et si d'un coup, alors que tu regardais tranquillement cette vidéo, se produisait le tremblement de terre le plus destructeur de l'histoire? Ah, quelles conséquences ça aurait? Eh bah ça donnerait ça en fait. Ok, tout le monde s'en va. Ah mon gars. T'imagines t'es en live Twitch, gros tremblement de terre, la flemme. Quel sera ton premier réflexe et surtout, sera-t-il le bon? Sauver le chat avant ma meuf. C'est bon? Parce que ma meuf, elle peut se sauver toute seule. Le chat, non. Question, les habitants de Haïti Ah, ont si. dû y répondre le 12 janvier 2010. Bilan, 280 000 morts. Dur. Magnitude 7, le plus meurtrier, mais pas le plus puissant. Ce titre revient au séisme de Valdivia, au Chili, le 22 mai 1960. Magnitude 9,5. Si puissant qu'une ville entière a été dévastée et qu'un tsunami et une éruption volcanique ont suivi. Mais Ah oui, toujours plus. En fait, le truc, c'est qu'il y a un autre... L'échelle de Richter, là. Comment il a fait pour l'établir? Il a testé tous les séismes du monde pour le... Tu sais, il allait de pays en pays. Racisme. Alors ça, c'est 2. Et après, il part ailleurs. Alors ça, c'est 7. Franchement... Comment il a fait, on sait pas. beaucoup moins de victimes, seulement 1655, 170 fois moins qu'à Haïti. Pourquoi le tremblement de terre de 2010 a été aussi meurtrier? En gros, comment survivre à un séisme? Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de sanctuaire secret pour les girafes en Amazonie, voilà, maintenant on est perdu. Mais non, t'inquiète. Ouais, c'est parti pour la hashtagade. On la saute. C'est reparti. Les infos sont en description. Alors n'hésitez pas. Bon allez, nous, on a de nouveaux pays à explorer. Haïti n'est pas forcément dans la zone la plus à risque. La Palme revient à la ceinture de feu du Pacifique, 90% des tremblements de terre. Déjà, la ceinture de feu, s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? En parlant de ça, le Japon est vraiment plein dessus. Hein. Genre, le Japon est là. Plein dedans, mon gars. Et il y a un pays champion, le Japon. Bon, après, c'est un lieu commun, hein, on le sait, on le sait. Mais d'ailleurs, quand j'avais été au Japon, il y avait un truc qui était insupportable. Et en fait, c'est quand vous chargez votre téléphone, il met 10 000 ans à charger, d'accord? Genre, vous mettez votre chargeur iPhone sur votre iPhone, il faut littéralement 5 heures pour passer de 0% à 100%. C'est ultra long. Et en fait, je savais pas pourquoi. Et j'ai posé la question, et c'est parce qu'en fait, le voltage est volontairement plus bas pour éviter qu'en cas de séisme, ça provoque des incendies. C'est pour ça que le voltage de toutes les prises est si bas au Japon. Voilà, vous saurez maintenant. En 2011, le pays est frappé par un séisme de magnitude 9,1, suivi d'un tsunami et d'un accident nucléaire, 15 897 morts. Fukushima, mon gars. Je vous laisse 2 secondes pour me dire laquelle des 3 catastrophes a fait le plus de victimes. Gagné le tsunami, comme avec le séisme de Sumatra 2004. Et si ça vous intéresse, la partie 1 de la vidéo Comment survivre l'aborde. Le Japon est méga préparé à encaisser les séismes, et leurs buildings aussi. Très peu se sont effondrés, limitant les victimes. Pourtant, quand on regarde ce genre de vidéos, on les voit bouger. Et bien bouger, hein. À l'inverse, C'est fait exprès, justement. C'est que si jamais c'est trop solide, ça absorbe pas le choc, donc tout s'écroule. à Haïti, les constructions ne respectaient pas les normes sismiques. Majoritairement en béton, solide pour résister aux ouragans, mais incapable d'amortir les ondulations du sol, ils s'effritent et s'écroulent. 400 000 bâtiments détruits, dont la résidence du président et le parlement. Ah oui. 1,3 million de personnes se sont retrouvées sans abri. Donc, première chose à faire, s'assurer que ta maison a bien été construite dans les normes sismiques. T'es probablement pas maçon, on te conseille de te renseigner, mais il y a des zones à risque en France. Fais-le, parce que si tu te retrouves coincé sous des décombres, tes chances de survie vont vite diminuer. Passé 48 heures, ça devient compliqué. Oh, petit chien.
Déshydratation, la chaleur, les risques d'éboulement, la perte de sang avec tes blessures. Si tu veux signaler ta présence, pousse des cris pour économiser ton souffle et ton oxygène. Parfois, il y a des miraculés. À Haïti, un homme a été sorti après 27 jours, amaigri et complètement déshydraté, mais en vie. Ah, c'est horrible. Plus récemment, en Birmanie, un instructeur a survécu 5 jours en buvant son urine. Alors. Je veux pas être ce mec-là. Mais le titre de la vidéo, c'est survivre à ces catastrophes naturelles. Comment on survit? Genre, je veux bien qu'il y ait un mec qui soit sous les décombres et qui boive sa pisse. Mais trash! S'il vous plaît, éclairez-nous! Erk, je préfère pas en arriver là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre? Voilà, merci! Au Japon, les élèves ont régulièrement des entraînements pour bien réagir. Et le premier truc qu'ils font, c'est se mettre sous leur bureau. Abrite-toi sous un meuble lourd et agrippe-le de toutes tes forces. Protège ta tête avec les bras, reste loin des gros objets qui pourraient te tomber dessus et des fenêtres pour éviter les bouts de verre. N'essaie surtout pas de sortir du bâtiment, de prendre les escaliers ou l'ascenseur, tu pourrais être bloqué. Faut attendre que ça passe. Par contre, si tu es à l'extérieur au moment des secousses, faut trouver un abri le plus loin possible des bâtiments, des arbres ou des câbles électriques. Ah, ça va, si tu te mets au milieu de la route, ça devrait aller, hein. Si t'es en voiture, arrête-toi et reste dans ton véhicule. Même consigne, protège ta tête et attends. À Haïti, la population a été prise de court. Pas éduquée sur quoi faire, aucun plan d'urgence, des secours désorganisés, et ça a encore aggravé le bilan. Surtout qu'une fois la secousse passée, c'est pas fini. Il peut y avoir des répliques sismiques quelques heures, voire quelques jours après. C'est ce qui est arrivé, il y en a eu 52. C'est quoi une reprise sismique? Alors, la reprise des efforts sismiques de l'ouvrage doit être envisagée dès la phase de conception du bâtiment. Mais c'est pas ce que je suis en train de te demander. Comment ça, attestation sismique? Ah, c'est une réplique, pardon, pas une reprise. En sismologie, une réplique est un tremblement de terre qui a lieu après et à proximité d'un séisme majeur. Ah oui, d'accord, donc double peine, quoi. Yes. Entre deux répliques, sors de ta cachette. Réfugie-toi éventuellement en hauteur, au cas où un tsunami arriverait. Évite de téléphoner, les lignes vont être surchargées par les urgences. Suis les mêmes consignes quand ça se remettra à trembler. C'est pas fini pour Haïti. Après le séisme, voilà que le pays est frappé par une épidémie de choléra. Toutes les infrastructures de santé étaient détruites, mais aussi celle de l'assainissement de l'eau. Avec une population concentrée dans certains endroits, beaucoup de débris, de déchets, une hygiène sommaire, ça ne pouvait qu'arriver et c'est un risque assez courant. Mais à Haïti, le virus aurait été ramené par des casques bleus de l'ONU. Oh, le comble. Un véritable drame. Entre 2010 et 2012, il y a eu plus de victimes du choléra à Haïti que dans toute l'Afrique. Et ça a duré jusqu'en 2019. 10 300 morts. Le pays peine encore à s'en remettre. En 2021, un séisme d'une magnitude similaire a refrappé l'île. Cette fois-ci, 100 fois moins de morts. Ça s'est passé au sud, dans une région moins peuplée. Mais cette fois, il s'était organisé avec les ONG pour éviter de reproduire les erreurs de 2010. Comment survivre à une tornade et un orage? Alors, à votre avis, pour moi, tu restes déjà à l'intérieur, tu sors pas. Déjà, faut pas être dehors. Et ensuite, si je dis une connerie, je sais pas si je dis une connerie, mais un orage, si t'as pas envie de te faire foudroyer, tu te mets sous un arbre. Comme ça, c'est l'arbre qui tanque le tonnerre, non? Allez, on regarde. Toi aussi, tu comptes le nombre de secondes qui séparent un éclair du tonnerre? Suffit de diviser le résultat par 3. Non? Mauvaise idée. Tu vas te faire niquer avec l'arbre? Et t'as le nombre de Parce qu'il est trop en hauteur, c'est ça? Non, c'est la pire idée. kilomètres. Mais est-ce que ça veut dire que t'es safe? Évidemment que non. La foudre peut tomber même si le ciel est bleu, jusqu'à une distance de... Effectivement, au vu de ce que je viens de voir, ce n'est peut-être pas une bonne idée. 50 km des nuages. Un phénomène rare, mais du coup, autant rester à l'abri. Tu connais le conseil, hein? Évite de te mettre sous un arbre. L'éclair Bon bah vous voyez pourquoi j'ai pas été ingénieur, hein. va toujours chercher le point le plus proche du sol. On a pu observer le phénomène au ralenti, plein de chemins sont tracés par la foudre, magnifique mais puissant.
On dit souvent que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Eh ben c'est faux. La tour Eiffel aura été frappée 37 fois en 10 ans. C'est tout le principe du paratonnerre, attirer la foudre pour protéger la structure des décharges électriques. On a aussi des parafoudres qui servent à éviter la surtension du matériel électrique. Si ta maison n'en a pas, faut faire attention. Rappelle-moi de fuir si jamais je te vois pendant un orage. Éviter d'utiliser des appareils électroniques ou de toucher de l'eau ou du métal, très bon conducteur. Parce qu'on peut être frappé par la foudre indirectement, par conduction, donc c'est-à-dire par contact avec un objet foudroyé, mais un éclair peut aussi frapper et se propager dans le sol. Bah c'est ce qui s'était passé pendant un match de foot, non? Ça avait tapé le sol et tous les joueurs étaient par terre après. Si tu te trouves à proximité, il entre dans ton corps le parcours puis en ressort pour continuer sa course. C'est le cas le plus courant, surtout avec le bétail ou les animaux sauvages. En Norvège, 300 rennes ont été foudroyées en pleine montagne d'un coup. Mais je crois que ça tue pas, hein. Je crois que ça tue pas. Par contre, ça te laisse des traces, genre une sorte de tatouage comme... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme un tatouage de foudre. Comme ils sont quadrupèdes, le courant peut endommager leurs organes vitaux. A l'inverse, l'homme bipède est plus protégé si ça passe juste d'une jambe à l'autre. Si tu te retrouves dans un champ ou un espace ouvert dégagé, sans possibilité de t'abriter, l'idéal c'est de te mettre sur une surface isolante, du plastique ou un matériau imperméable comme un ciré qui te protège du sol. Il y a un dernier type de foudroiement. Alors je pose une question, ça je me suis toujours demandé ça depuis que je suis petit. Vous voyez les rails du métro là, quand vous descendez dedans, bon il y a des gens ils sont électrocutés. Si j'ai des bottes en caoutchouc, peu importe le voltage, parce que gros voltage hein, les rails du métro, est-ce que je survis? Théoriquement, ça conduit pas. Normalement, c'est ok. C'est pas conducteur. Ok. Donc, si je marche avec des bottes en caoutchouc, je peux marcher sur les rails du métro. Ouais, tranquille. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Je n'essaierai pas, mais c'est bon à savoir. Courant latéral. L'éclair frappe un objet et une partie de la décharge rebondit dessus et peut frapper à côté. Il y a un cas unique en France, même au monde en fait, les miraculés d'Azeraï. 14 personnes fulgurées alors qu'elles étaient abritées sous un chapiteau. Oui, on dit une fulguration, quand là où les personnes touchées ne meurent pas. Selon une étude de 2016, on a entre 6 000 et 24 000 décès de foudroyés par an, généralement par crise cardiaque. À Azeraï, ils ont tous survécu. Ils auraient même développé des super pouvoirs. Ah, excuse-moi, Ener. L'une d'entre elles pouvait faire un calcul mental en chantonnant, alors qu'avant elle était nulle en maths, et un autre te donnait le jour de la semaine où allait tomber une certaine date. Mais il y a aussi eu de graves séquelles, troubles de la mémoire, acouphènes, difficultés à marcher, l'une a même perdu la parole pendant des mois. Waouh. Aujourd'hui encore, ils sont étudiés par la médecine de l'orage. Ce sont des cas uniques au monde et précieux. Si ça vous intéresse, Science Trash a fait une vidéo en détail sur le sujet. Certains sont fascinés par la foudre, moi c'est les tornades qui me terrifient. Alors, qu'on soit très clair, la mort du père de Superman dans le film de Henry Cavill, inutile. Ok? Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? Il aurait même pu le sauver. Bref. Des récits de personnes aspirées qui font froid dans le dos. Un couple a eu les bras arrachés alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre. Un homme est enregistré au Guinness Book pour la plus longue distance parcourue dans une tornade, 398 mètres. Est-ce que vous connaissez le film Sharknado? Ça c'est un film, c'est un nanar, j'aimerais bien qu'on le mette ensemble, mais je crois que j'ai pas les droits. En gros, c'est l'histoire d'une tornade en Floride qui s'approche des côtes. En fait, la tornade est tellement puissante qu'elle racle les fonds marins. Et ça attire les requins dans la tornade. Et du coup, c'est littéralement des requins qui tombent sur les toits des maisons et qui attaquent les habitants de Floride. Et c'est ça le pitch du film. Et après, les habitants, du coup, ils doivent non seulement survivre à la tornade, mais aux centaines de requins qui tombent sur leur ville. C'est pas mal comme film, hein. Moi, je suis chaud pour le regarder. Un enfant a été emporté dans son couffin et retrouvé dans un arbre, sain et sauf. Ça paraît fou, la puissance d'une tornade dépend de la vitesse des vents, de 60 km/h à 450 selon l'échelle de Fujita. Elle se forme pendant les orages à partir d'un cumulonimbus. Le cisaillement des vents lui donne une forme d'entonnoir qui va toucher le sol. Parfois, plusieurs tornades peuvent se détacher du vortex principal, et elles se déplacent vite, 50 à 100 km/h. Oh putain, Jana, elle pète les couilles.
ouais, mieux vaut ne pas être sur le chemin. Dans les zones à risque, on a des alarmes spécifiques. Si t'es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et file au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Une maison entière peut être aspirée en quelques secondes. Ouais! Dans la Tornado Alley, plus de 600 se forment par an. Alors oui, les abris anti-tornade sont monnaie courante. Si t'es dans la nature, faut trouver un fossé ou un endroit avec un dénivelé pour te protéger le plus possible. Putain de merde. C'est pour ça, on dit souvent, il y a des gens, ils habitent en Floride, leur maison elle est détruite, le fameux Katrina, etc. Mec, faut pas acheter là-bas, hein. Changer de ville. Moi, déjà, la France, on a la chance, hein. On a très peu de chances d'avoir une catastrophe naturelle. Je pourrais pas vivre dans un pays où je risque un séisme, des tornades ou je sais pas quoi, la flemme. Accroupis-toi et protège ta tête. Et Merci surtout, beaucoup, ne Best te Life. réfugie pas sous un pont. Un mythe popularisé par ces images d'une équipe télé. Mais les météorologistes déconseillent Bonsoir Elgato, merci beaucoup pour le sub. 10 mois consécutifs, let's go. fortement. Les vents s'y engouffrent très facilement. Être emporté est fatal. Pas parce que tu vas t'élever très haut et manquer d'air, on n'a pas de données jusqu'à quelle hauteur tu peux être soulevé, mais tu vas te prendre des débris. Et surtout, Oh la violence. ta chute peut être mortelle. La pire situation qui peut t'arriver, c'est d'être dans la trajectoire de la tornade. Même les célèbres chasseurs de la Tornado Alley préfèrent les observer de loin. Les radars, les GPS ou les radios leur permettent de traquer la position de la tornade pour rester à bonne distance et ne pas être surpris par un changement de direction. C'est ce qui est malheureusement arrivé à Tim Samaras, Wow. une légende parmi les chasseurs de tornades. C'est quoi un chasseur de tornades? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a qu'aux États-Unis où on voit ça. Je pars chasser la tornade. Tu sais, il débarque, il va prendre un fusil, t'es pas. En 2013, lui, son fils et un troisième chasseur se sont retrouvés nez à nez avec la tornade El Reno. Des vents à 475 km/h, une largeur de 4,2 km, la plus grosse tornade de l'histoire. En 40 minutes, elle a tout dévasté sur son passage, tuant 8 personnes, dont Tim et son équipe. Leur voiture a été aspirée sur 200 mètres avant de retomber sur le sol, détruite. En Oh, la bouillie que ça a dû faire. France, des événements météorologiques aussi impressionnants sont rares, mais pas inédits. Là, il n'y a pas une histoire comme quoi dans les 10 prochaines années, il va y avoir un mini tsunami dans le sud? J'avais vu ça sur une vidéo d'Hugo Décrypte. Attends. C'est quasi sûr même. Tsunami sud de la France. 2025? Quoi? C'était là, genre? Un risque de tsunami proche de 100%. Quelles régions de France sont les plus à risque? Après un séisme au large du Kamchatka, plusieurs tsunamis ont touché... Alors, un risque proche de 100% en Méditerranée. Mais c'est déjà passé du coup? Lors de la conférence des Nations Unies sur les océans en Lisbonne en 2022, l'UNESCO alertait sur le risque de tsunami en Méditerranée dans les 30 prochaines années. Ok, dans les 30 prochaines années. Ok. C'est pour ça, encore une fois, les gars, n'allez pas dans le sud. Allez en Bretagne. En pleine période estivale, cela représenterait 800 à 850 000 personnes à évacuer. Bon les gars, n'achetez pas dans le sud. N'achetez pas dans le sud, votre maison va être détruite. Donc dans les 30 prochaines années, tsunami dans le sud de la France. Au moins on est prévenu, hein. Le 19 août 1845, une tornade avec des vents de plus de 320 km a ravagé la Seine-Maritime. Au total, 75 décès. Une autre, le 24 juin 1969 dans les Hauts-de-France, 6 morts. Les deux seuls EF5 jamais enregistrés chez nous. Des tornades de la même catégorie qu'El Reno, des forces de la nature qui emportent même les mieux préparés. Comment survivre à une avalanche? Alors, est-ce que ça sert à grand chose de courir, sachant que l'avalanche va te rattraper? Moi, hein. Je pense. Faut s'allonger par terre. Tu t'allonges par terre pour garder de l'oxygène. Tu fais ça avec ton t-shirt. Et on voit ce qui se passe.
En mai 2025, le glacier Birch s'effondre. Des tonnes de neige et de roches se précipitent dans la vallée, emportant tout sur leur passage, jusqu'au petit village de Blatten, niché plus bas. 130 maisons et l'église ensevelie. Heureusement, les habitants ont été évacués juste à temps. Seule victime de ce drame, un homme de 64 ans, resté s'occuper de son étable. Ah. D'autres éboulements et glissements de terrain ont eu des conséquences plus tragiques. En 2017, à Bondo, 8 randonneurs ont été emportés par des laves torrentielles. Wow. Un mélange d'eau, de sédiments et de roches. Au XIIIe siècle, le mont Granier s'effondre. Un millier de victimes et un paysage à jamais modifié. Aujourd'hui, les autorités sont capables de prédire ces glissements de terrain. Si on te demande d'évacuer, suis les indications, mais parfois, si jamais tu es pris par un plus petit éboulement, sois attentif aux signes. Un grondement, des bruits de rochers qui tombent, des arbres qui cèdent ou, s'il y a un cours d'eau, observe si elle devient boueuse. Ça peut alerter sur des chutes de débris plus haut. Si tu es à l'intérieur et que tu ne peux pas sortir, trouve la zone du bâtiment la plus éloignée du glissement de terrain. Mets-toi à l'abri sous un meuble, si tu peux sortir, quitte la trajectoire. Les Ouais, mais ça, après, si t'es à pied, c'est la merde, non? avalanches sont des glissements de terrain, mais avec de la neige, ça change quelques paramètres. Déjà, elles peuvent être accidentelles. Regarde ce snowboarder qui fait du hors-piste. À peine quelques mètres sur la couche de neige et c'est pas cool si ton pote est plus bas. Souvent, ça finit tragiquement. Mais même sans toi, ça arrive avec du vent, une hausse des températures ou une surcharge de la neige. Et une avalanche, ça va vite, hein, plus de 400 km/h. Pour t'échapper, déplace-toi latéralement et sors de sa trajectoire. Si t'es pas assez rapide, il faut t'agripper à quelque chose, une Et non, s'allonger au sol, non? branche, une pierre, pour ne pas être emporté. Si c'est le cas, débarrasse-toi de ton équipement, ski, bâton de marche ou snowboard, et essaie de te maintenir à la surface pour ne pas être enseveli. Parce Ok, c'est une idée de merde. À confier au sol. Putain, j'ai pas de skill de survie. que là, ça se complique. Protège ton visage, ton nez, ta bouche pour pouvoir respirer, crache pour savoir où se trouve le haut du bas et essaye de creuser pour te dégager. Sur cette vidéo, un gars est carrément coincé dans la neige, la tête en bas. Impossible de se dégager seul. Heureusement qu'un autre skieur est passé par là, hein, et que la neige était poudreuse, donc facile à creuser. Parfois, juste une couche de 1 mètre peut te bloquer. Ah oui. En fait, il y a plusieurs types d'avalanches. Poudreuse, plaque, et c'est cette dernière qui est la plus dangereuse. Bah, c'est la plus lourde, non? Responsable de 90% des accidents mortels. Elle est constituée de gros blocs de neige aussi durs et solides que du béton. En sortir seul est quasiment impossible. Ça veut pas dire que tu peux rester là à attendre que ça fonde pendant des jours, quitte à boire la neige pour tenir. C'est une très mauvaise idée, ne Ouais, je crois que boire la neige, c'est de la merde. fais surtout pas ça. Au contraire, déjà passé 10 minutes, ça se gâte, parce que tu vas rentrer en hypothermie. La température de ton corps va chuter, tes vaisseaux sanguins vont se resserrer et limiter l'afflux aux extrémités. Ah yes, va falloir amputer. Tu ne te réchauffes pas, tu peux perdre tes doigts, tes orteils ou ton nez. Il y a bien un skieur qui a survécu 17 heures enseveli, mais c'est rare. Faut vite que les secours te repèrent. Si tu étais aligné et que ton groupe s'en est sorti, pousse des cris aigus et brefs. Si t'as un sifflet sur toi, c'est parfait, ne t'épuise pas trop, économise ton oxygène. On conseille, si tu pars skier hors piste, d'emporter un émetteur radio qui permet aux secours de te localiser. Mais ça, c'est un vrai bail, ça. Tu sais, genre, moi, j'ai jamais skié. Pour moi, c'est un sport, on m'a jamais sensibilisé à ça. Déjà, parce que moi, on dit souvent, ouais, Henri, tu fais des arts martiaux, tu fais des combats et tout, t'es un fou furieux. Non! Pour moi, les vrais fous furieux, c'est les mecs, les junkies de la glisse, les junkies de la vitesse. Parce que autant quand quelqu'un te tape, c'est encore de la force humaine. Quand tu prends de la vitesse, c'est là où tu peux vraiment t'enculer. Et moi, le ski, bah, ça m'a jamais tenté pour ça. Parce qu'en plus de ça, qu'on se le dise bien, tous les gens qui rentraient de vacances après le ski, en vacances scolaires, tous ceux qui avaient des fractures, tu sais, avec un bras pété ou une jambe pétée, ils venaient du ski. Du coup, moi, ça m'a jamais tenté d'aller au ski. Et déjà que quand ils font de la piste, ils arrivent à se faire mal, mais t'as des fous furieux qui vont faire du hors-piste. Et après, ils s'étonnent que ça se passe mal. Oh, c'est chercher la misère. Comme un DVA ou un ARVA. Mais le premier truc que tu peux faire et qui t'assure de survivre à tous les coups, juste ne t'aventure pas dans les zones à risque. Avant, il y avait une signalisation avec des drapeaux à damier. Aujourd'hui, on utilise 5 pictogrammes. Quand c'est rouge ou orange, il y a danger. Remballe tes skis, ce sera pour un autre jour. Ces événements, bien que dévastateurs, C'est comme les enculés là qui partent en plongée dans les caves sous-marines. Il y a écrit vos enfants vous aiment, votre femme vous aime, ne rentrez pas dans ce trou. Ils y vont quand même. Bah oui, et sélection naturelle.
sont une partie intégrante de notre environnement. La nature est puissante, imprévisible, il faut donc nous préparer. D'autant que ces catastrophes risquent de se multiplier. La Californie et la Turquie sont menacées par le Big One, des séismes colossaux qui pourraient être destructeurs. Et le risque d'orage et d'avalanche augmente avec le réchauffement climatique. En France, on est pas mal. Hein. Ce que je trouve fascinant, c'est que ici, l'entraide et les autres jouent beaucoup dans la survie. L'aide et l'organisation Haïti, les fulgurés d'Azeraï qui se soutiennent des années après l'accident, les skieurs qui en aident d'autres à sortir des avalanches. Après chaque catastrophe, on voit des gestes de solidarité pour survivre malgré le cataclysme. Mais peut-être qu'il y a encore des situations dont on n'a pas parlé et pour lesquelles tu voudrais te préparer. Genre une chute de météorite, le réchauffement climatique ou une invasion alien. Donc Il n'y a pas grand chose à faire sur une chute de météorite. Hein. Je pense que on a eu l'exemple avec les dinosaures, honnêtement. dis-nous tout en commentaire, peut-être qu'on fera une partie 2. Merci encore à Seili de nous soutenir sur cette vidéo. Profitez simplement et en toute sécurité d'un forfait mobile où que vous soyez sur le globe. Et tout ça en faisant des économies. Eh ben... Bon les amis, si on doit retenir une chose de cette réac, c'est qu'il ne faut surtout pas me confier la direction des secours de la ville et des instructions de survie, parce que je vais vous diriger vers la mort, tout simplement. C'est terrible. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de Trash que je laisse en description, à vous abonner à moi et à me laisser un pouce bleu. Et bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!